Le papaver californicum est une fleur qui pousse après un incendie de forêt. Pourquoi? Parce que ça prend la chaleur d'un incendie de forêt pour faire éclater l'écorce qui entoure la graine et permettre à la fleur de jouer son rôle. Elle est là, dans le sol, pendant 40, 50 ans, juste pour ce moment-là où on va avoir besoin d'une nouvelle végétation, qu'on va avoir besoin qu'elle se manifeste pour commencer une nouvelle forêt. On a longtemps comparé les êtres humains à des objets cassés, brisés quand ils vivaient des drames. Les êtres humains sont organiques et comme un territoire incendié, c'est dans des contextes de souffrance extrême qu'ils arrivent à trouver des forces insoupçonnées, des capacités qui étaient là en eux et qui ne savaient même pas qu'ils étaient là. Alors, on pourrait penser, si on veut créer la résilience, qu'il suffit d'attendre. C'est dans notre nature. Mais le danger, c'est pendant qu'on attend de passer de 0 à -10. Alors, comment on peut faire pour éviter ça? Bien, une des premières choses, c'est vous donner la permission de faire ce qui vous fait du bien. Vous pourriez dire, bon, il me semble que c'est une évidence, c'est ce qu'on fait. Malheureusement, les drames, les tragédies, les épreuves arrivent avec une espèce de livre de règlement, de croyances populaires. Puis les gens s'empêchent souvent de faire ce qui leur ferait du bien parce qu'ils pensent qu'il faut que tout ce qu'ils fassent à temps plein, c'est souffrir, faire leur deuil, s'occuper de cette souffrance-là. Alors, se donner la permission, c'est pas un mot que je choisis par hasard. Et pour l'illustrer, j'ai une histoire. Une dame qui m'appelle, j'étais dans un centre de crise, et qui me dit « Madame, est-ce que vous pourriez parler à mon conjoint? Parce qu'il ne parle pas, puis il me semble que ça lui ferait du bien de parler. » Je dis « Bien sûr, mais monsieur ne voulait pas venir au téléphone. » Alors, je dis « Bien, vous êtes là, peut-être qu'on peut prendre un peu de temps avec vous. » Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, leur fils de 21 ans était porté disparu depuis quelques jours. Il avait fait tout ce qu'il devait faire, il avait appelé la police, il l'avait cherché. Mais depuis quelques années, il l'avait vu glisser tranquillement dans la criminalité, la drogue, puis il pensait bien plus jamais le retrouver. Alors, madame était un petit peu plus calme, ce qui fait que je lui ai demandé, « Mais vous dites que votre conjoint ne parle pas, mais qu'est-ce qu'il fait à la place de parler? » Elle dit, « Mais justement, il a commencé à rénover la salle de bain. Trouvez-vous, vous, que c'est un bon moment pour commencer à rénover la salle de bain? » Peut-être que c'est le meilleur moment, mais dites-moi, ça a eu quoi comme effet pour lui? Mais maintenant que vous dites ça, après une journée, il a passé une journée à frapper dans un mur, bien, il a dormi, il a dépassé l'âge là, de faire de la grosse construction comme ça. C'était la première fois, la première nuit qu'il dormait depuis que notre fils est disparu. Puis maintenant que vous dites ça, c'est vrai qu'il a arrêté d'être comme un lion en cage. Il aime ça, les rénovations. Il se sent bon là-dedans. Il y a quelque chose sur lequel qu'il peut contrôler. Puis par rapport à notre fils, il ne peut pas faire grand-chose. Alors bien sûr, je suis psychologue. J'aime ça que les gens parlent. Je trouve que ça peut être utile. Mais j'ai appris avec l'expérience que parfois parler, c'est pas suffisant. On a besoin de faire quelque chose, de faire ce qui nous fait du bien, de se donner ces permissions-là. Cet homme-là ne manquait pas de lucidité. Il savait exactement ce qui s'était passé. C'était pas de la fuite, c'était pas du déni, c'était de la survie. Mais dans ces moments-là, ce qu'on a besoin, c'est de réussir à survivre. L'autre chose qui peut se produire quand on vit un drame, une épreuve, c'est qu'on se pose des questions qui ne nous amènent pas nécessairement à des bons endroits. Par exemple, une question qui revient souvent, c'est « Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Le malheur ne s'abat pas avec justice sur les gens. Donc, il arrive à certaines personnes, pas à d'autres. Puis si on essaie de trouver les causes, puis de comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé à nous plutôt qu'à quelqu'un d'autre, on ne trouve pas de réponse, puis ça nous arrive de trouver plus de culpabilité. Alors pour moi, il y a des questions qui m'apparaissent beaucoup plus utiles. C'est des questions qui ont été répertoriées par Ian Zuckerberg, Steve DeShazer, d'autres personnes qui ont travaillé avec eux. Et parmi ces questions-là, il y a
Comment est-ce que vous avez déjà réussi à vous en sortir? Comment est-ce que vous avez déjà traversé d'autres moments difficiles? Comment vous vous êtes déjà relevé? Comment vous êtes passé de 0 à 1, peut-être de moins 1000 à 1? Qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé? Parce que peut-être que c'est le moment de recycler ces moyens-là. Ce n'est pas quand on vit un drame qu'on a l'énergie d'apprendre des nouvelles stratégies. Alors, je demande ces questions-là systématiquement à mes clients, puis j'ai droit à toutes sortes de réponses. Entre autres, une réponse qui m'avait un peu surprise, c'est une cliente qui me dit « Ouais, mais c'est parce que j'avais triché. Puis là, je ne veux pas tricher cette fois-ci, là, je veux faire face à ma souffrance, là, je veux faire les choses comme il faut. C'est pour ça que je viens vous voir. » Vous aviez triché? Qu'est-ce que vous aviez fait au juste? Bien, j'étais partie 1 an vivre dans mon pays d'origine, puis là, je ne peux pas faire ça, j'ai des comptes à payer. Peut-être que vous vous dites, bien sûr, c'est pas possible pour tout le monde de partir, mais il suffit pas de partir pour guérir. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'elle avait fait pendant cette année-là. Parce qu'elle était revenue, puis elle me disait qu'elle était mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? J'ai insisté. Elle me dit, par exemple, j'habitais dans un petit appartement, mais il y avait des grandes fenêtres. Je l'appelais mon bocal. Mais c'est un peu à l'image de cette année-là. J'ai laissé entrer de la lumière dans ma vie. J'ai laissé rentrer de la chaleur. Je suis quelqu'un d'un peu privé. Puis cette année-là, j'ai développé des nouvelles amitiés. J'ai laissé entrer des gens. J'ai suivi un cours de danse. J'avais toujours voulu faire ça, puis je n'avais jamais osé. Alors, bien sûr, ce n'était pas de la triche. Au contraire, on a regardé comment on pouvait faire la même chose à Montréal. Et non seulement ça, je lui ai demandé, il me semble qu'on pourrait donner cette information à plus de gens. Si tout le monde, quand ils vivent des drames, s'assurait de regarder où est-ce qu'il y a encore de la lumière dans leur vie, où est-ce qu'il y a de la chaleur, c'est qui les gens qui sont bons pour eux, peut-être oser faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait. Ça pourrait aider d'autres personnes. Son histoire m'a inspirée, mais une autre m'a inspirée, et ça va avec le thème de rêver à un futur qui vaut la peine. Vous pouvez peut-être penser que ça peut être difficile de rêver. Pourquoi aller dans le futur? Mais c'est que souvent, le sens qu'on essaie de donner dans le passé, qu'on n'arrive pas à trouver, on peut arriver à donner un sens à ce qui nous est arrivé, mais dans le futur. C'est là qu'on peut trouver des réponses, qu'on veut choisir d'y donner un sens. Ça prend de l'imagination pour rêver, mais ça prend aussi de l'imagination pour espérer. Pour croire qu'il y a un moment qui aurait autant de valeur, sinon plus, qui serait plus grand que la peine qu'on est en train de vivre. Un moment pour arriver à passer de 0 à 1, parfois on a besoin de rêver à un 10, rêver à un 100, à quelque chose qui est plus grand que la peine, plus grand que soi-même. L'histoire de Viktor Frankl, donc, illustre cette idée-là. C'est un psychiatre qui vivait dans les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et il essayait de donner un sens à ce qu'il vivait, puis il se demandait, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à se battre pour vivre, alors qu'il y en a d'autres en même temps, dans les mêmes conditions, qui se laissent mourir? Alors, il essayait de trouver les réponses dans peut-être des caractéristiques personnelles, l'enfance de ces gens-là, le fait que leur famille était présente ou pas. Il n'arrivait pas à trouver. Et bien sûr, il n'était pas un observateur indépendant de ces événements-là. Lui-même était affaibli, était atteint d'une pneumonie. Il s'est retrouvé un jour en direction d'un chemin de fer. Il était attaché à des compagnons de fortune. Il y a eu une quinte de tout. Il s'est retrouvé par terre. Puis il s'est dit, ça y est, c'est aujourd'hui que ça se termine. Il y a un nazi qui a mis une arme à feu sur sa tente, qui lui a donné un coup de pied, il a crié des injures. Il a senti une rage en lui, puis il y a eu un flash. Il s'est vu à Vienne en train de donner des conférences sur les horreurs de la guerre et sur le fait que ça ne devrait plus jamais se reproduire. Et sans savoir pourquoi, sans savoir comment, il a réussi à trouver la force de se relever, de mettre un pas devant l'autre. Et il n'est pas mort ce jour-là. Mais à partir de ce jour-là, il s'est demandé, mais est-ce que ça pourrait être ça? Pas que tout le monde voulait faire des conférences,
Mais est-ce que ça pourrait être ça que tout le monde qui réussit à se battre pour survivre, ils ont un rêve? Et effectivement, il y a des gens qui s'endormaient en rêvant la Statue de la Liberté, d'autres qui pensaient à rejoindre leur famille, d'autres qui pensaient à un combat qu'ils allaient mener. Toutes ces personnes-là aussi portaient attention aux indices que peut-être que la guerre était en train de terminer. Ils avaient entendu des hélicoptères, ça veut dire que les Alliés arrivaient. Donc, c'est ce rêve-là, cette imagination-là qui les aidait à espérer. De façon plus humble, cette expérience-là m'a rappelé des choses que j'ai vécues. Entre l'âge de 4 ans et 9 ans, il y a 5 membres de ma famille qui habitaient dans la même maison que moi et qui sont décédés. Alors, j'ai passé vraiment beaucoup de beaux moments dans mon enfance à me réfugier dans le futur. En fait, j'ai développé la conviction que le meilleur était à venir. Vous savez, comme dans ces films qui commencent avec un drame puis qui se terminent avec du Hakuna Matata. Alors moi, je voulais rester pour la fin du film. Je me disais, ça va être bon. J'étais curieuse, j'avais hâte. Et non seulement ça, je me disais, mais si je suis restée en vie, peut-être qu'il y a une bonne raison, peut-être que j'ai même un rôle à jouer dans ce film-là, une contribution que je pourrais apporter. Quand j'ai commencé à étudier en psychologie, ce que j'ai appris, c'est que les gens qui avaient vécu des drames étaient plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation, des troubles d'attachement. Puis c'est vrai qu'il y a ces dangers-là, puis il faut s'en occuper, aider les gens qui vivent cette détresse-là. Mais je disais quand même à mes professeurs, à mes amis, moi j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose à cause de ces événements-là. Ça a été un moteur pour moi. Ça m'a fait développer des croyances, des convictions qui m'ont aidé toute ma vie. Les gens me regardaient de façon sérieuse et sceptique, puis me disaient « c'est pas ce que dit la littérature ». En fait, c'est que ces recherches-là, ces livres-là n'avaient pas encore été publiés. C'est seulement depuis quelques années que ce qu'on apprend, c'est que la résilience, c'est pas un phénomène exceptionnel juste pour des gens uniques. C'est quelque chose qui arrive à la majorité des gens. Et non seulement ça, les gens qui vivraient des drames seraient susceptibles de développer une croissance post-traumatique. Qu'est-ce que c'est la croissance post-traumatique? C'est que parce que les gens ont vécu des tragédies, ils décident de prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais osé prendre. Ils décident de faire du ménage dans leur vie au niveau de leurs priorités, peut-être de leurs relations. Ils apprécient la vie d'une façon différente. Certains développent un sens de mission, d'autres une spiritualité qui est plus présente dans leur vie et qui fait une différence. J'ai passé beaucoup de temps, mes premières années, à travailler, à dire aux gens qui vivaient des traumas, des deuils, de faire attention à eux, de surveiller les indices de détérioration. Peut-être qu'ils pouvaient faire des cauchemars, peut-être qu'il fallait qu'elle être plus triste, qu'elle être irritable. Je ne leur disais pas de remarquer les indices de croissance post-traumatique. Mais si on porte toute notre attention à ce qui peut aller mal, on peut passer à côté de certaines choses qui sont en train de changer pour le mieux. Alors maintenant, j'invite les gens à porter attention à ça. Et là aussi, j'ai différents exemples. Celui le plus intéressant pour illustrer ce phénomène-là, c'est un client, je me souviens encore de son visage candide, un peu perplexe, qui me dit « Mais là, tu me disais qu'il y avait des choses qui allaient changer, mais je sais pas, là, mais il y a 2 personnes au travail qui ont demandé de faire partie de mon équipe. » Je dis « OK. » Puis ça serait un changement? C'est un patron qui me dit « Écoute, Brigitte, c'est parce que toi, tu me connaissais pas avant les événements. Là. Toi, tu m'as connue après que j'ai mordu la poussière. Là. Avant, là, dans mon équipe, les transferts, là, c'était toujours vers l'extérieur de mon équipe. Là. C'est comme un sens unique. Là. C'était pas une surprise jamais que les gens veuillent sortir de mon équipe. Est-ce que ça se peut que ces événements-là ont fait en sorte que je suis en train de devenir un meilleur boss? Mais je pense que je suis plus humain. C'est à ce moment-là que je lui ai dit, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens au travail qui ont commencé à le remarquer avant vous. Alors, si vous vivez un drame,
Si vous traversez un moment difficile, ne laissez personne vous dire que vous êtes cassé ou brisé. Rappelez-vous que la résilience, c'est dans votre nature. Et pendant les moments les plus difficiles, portez attention à ce qui est en train de changer pour le mieux. Les premiers indices que le pire est derrière vous, ça pourrait vous aider à garder espoir. Et vous aussi, vous pourriez être surpris, vous pourriez être étonné de ce que votre résilience peut créer.